de la concurrence pure et parfaite s'appuie sur 4 hypothèses fondamentales. Les entreprises sont tout d'abord preneuses de prix. Il y a tellement d'entreprises présentes sur le marché, chacune d'elles produisant une si petite part de la production totale qu'au final, aucune ne peut influer sur le prix du marché. Au prix du marché, chaque entreprise est face à une courbe de demande horizontale. Du côté de la demande, un grand nombre d'acheteurs sont également présents sur le marché. On dit qu'il y a une atomicité des agents. Et les décisions donc de chaque consommateur ou de chaque producteur pris individuellement n'a aucune influence sur le prix final défini par l'équilibre du marché. Les offreurs comme les acheteurs, s'ils veulent obtenir ou vendre le produit, sont obligés d'accepter les conditions du marché. En cela, on dit que les entreprises sont preneuses de prix. La troisième condition pour définir une concurrence comme pure et parfaite est la liberté d'entrée sur le marché pour les nouvelles entreprises. Il faut que celle-ci soit totale. Les entreprises présentes ne peuvent pas empêcher l'arrivée de nouveaux entrants. Cette hypothèse équivaut à supposer l'absence de barrière à l'entrée. On ne doit pas payer un droit ni des coûts d'installation tellement élevés que personne ne sait les fournir. Néanmoins, dans la réalité, faire sa place sur un marché prend du temps, quel que soit le marché considéré. Et la quatrième condition, c'est que toutes les entreprises doivent offrir un produit identique, équivalent. On dit que le produit est homogène. Il n'y a pas de différenciation possible entre les produits, que ce soit au travers d'une marque ou le marketing qui est derrière. Et la publicité, par exemple. Et enfin, les consommateurs et les producteurs disposent chacun d'une information parfaite sur les conditions du marché. Chacun sait parfaitement quel est le prix du moment, quel est le prix du marché et quelles sont les opportunités. Que ce soit les offreurs ou les demandeurs, tout le monde connaît ce qu'est un bon prix. Vous vous rendez bien compte que ces conditions sont très restrictives et très strictes. Donc il y a très peu de secteurs dans l'économie réelle, voire aucun, qui dans la pratique satisfont complètement à ces principes. Cependant, certains marchés de produits agricoles, tels que celui des légumes frais ou des céréales, s'en rapprochent quand même d'une manière assez importante. Malgré le peu d'exemples qu'on peut tirer dans la réalité du terrain, ce modèle de concurrence pure et parfaite joue quand même un rôle très important dans les analyses et les politiques économiques et en sciences économiques. Ce modèle offre d'abord un cadre simplifié qui permet de comprendre le monde réel. En ce sens, c'est un modèle, un idéal type qui nous permet de rendre compte des choses telles qu'elles se déroulent. Ce modèle peut être aussi utilisé comme un étalon pour évaluer les imperfections du marché réel. Donc on compare par rapport à cette situation idéale, entre guillemets, les situations réelles. Il peut de ce fait aider les États et les différents hommes politiques, surtout quand ils sont baignés d'une influence libérale, à prendre des décisions et à faire en sorte que l'économie, si elle n'arrive pas à une situation de concurrence pure et parfaite, y tende au maximum. À ce stade, on peut se poser une question, est-ce que cette perfection est souhaitable? Est-ce qu'on doit rechercher une concurrence pure et parfaite? Tout d'abord, il faut se méfier du mot parfait. L'adjectif parfait dans l'expression d'une concurrence pure et parfaite ne signifie pas que cette forme de concurrence est la meilleure. Ce n'est pas parce que la concurrence est pure et parfaite et qu'elle se situe à l'extrémité du spectre de la concurrence que nous avons vu en classe qu'elle est nécessairement désirable. Il est par exemple possible de fabriquer une bombe parfaite ou un virus mortel parfait. Mais ces deux éléments, bien que parfaits, ne sont pas souhaitables, collectivement. Le danger de cette expression pure et parfaite fait qu'on peut penser que c'est la solution idéale, ce à quoi on doit tendre et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pas comme ça qu'il faut entendre le terme parfait. Ici, on veut dire parfait dans le sens de total. C'est-à-dire que la concurrence est vraiment parfaite, la concurrence est vraiment totale, il n'y a aucune entrave à celle-ci. Donc ça, je vous demande évidemment de bien faire attention avec l'utilisation de ce thème parfait. Le modèle de concurrence pure et parfaite n'existe pratiquement pas dans la réalité.
y a-t-il quand même des avantages à essayer de tendre vers ce modèle? Oui, il peut y avoir des avantages. Pour l'intérêt général. Tout d'abord, le modèle de concurrence pure et parfaite va vraiment permettre une sélection des entreprises les mieux adaptées. Donc celles qui sont mal gérées ou celles qui ont des produits vraiment défaillants ou qui ne répondent pas à la demande seront éliminées. C'est un petit peu la loi de la nature dans ce sens-là. Ce qui est intéressant à ce moment-ci pour les ménages, c'est que le modèle de concurrence libre, pure et parfaite, va garantir les prix les plus bas. Donc pour les ménages, évidemment, qui ont un revenu plafonné ou limité, ben c'est intéressant puisque leur pouvoir d'achat va augmenter. En ce sens, les matières premières sont actuellement à des prix planchers en dessous desquels on ne peut quasi plus descendre puisque les producteurs produisent déjà à perte. Les agriculteurs n'arrivent pas à couvrir leurs coûts avec les revenus de leur production. Et enfin, un troisième élément qui est à mettre au bénéfice de ce modèle de concurrence, c'est le fait que l'offre va sans cesse s'adapter à la demande, puisque les offreurs essayent de trouver des produits adaptés à la demande. On va vraiment avoir quelque chose qui est flexible et qui va permettre de s'adapter. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un gros inconvénient au modèle de concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire que ce modèle empêche les économies d'échelle. Les économies d'échelle sont quelque chose de très important pour la rentabilité des entreprises. En effet, imaginons une société qui a 2 bureaux dans des villes assez proches. À un certain moment, elle va se réfléchir, elle va dire, tiens, mais si je regroupe toutes mes activités dans un seul bureau, est-ce que je ne vais pas faire des économies? C'est-à-dire que je ne vais plus payer qu'un seul loyer, je vais n'avoir qu'une seule équipe de femmes de ménage pour entretenir mon bâtiment, je n'aurai qu'une seule cantine où je devrais équiper tout le matériel pour les cafés, pour les machins comme ça. Je n'aurai besoin finalement que de certains PC parce que certains jours des travailleurs, des employés ne viennent pas travailler parce que voilà ils n'ont pas un horaire complet, donc ils restent chez eux certains jours. Je ferai travailler d'autres employés que quand il y avait 2 bureaux c'était pas possible parce que à ce moment-là les gens n'étaient pas au même endroit au bon moment. Donc voilà, c'est tout ça qui va permettre de réaliser des économies d'échelle. Plus je suis gros, finalement, plus des choses me coûtent relativement moins cher par rapport aux quantités que je dois produire ou à toute l'activité que je dois faire. Et donc ces économies d'échelle ne sont pas possibles avec le modèle de concurrence pure et parfaite. Pourquoi? Les entreprises qui doivent atteindre une taille importante afin de pouvoir bénéficier pleinement des économies d'échelle et donc de produire au minimum de leurs coûts moyens, ce n'est pas possible parce que la concurrence pure et parfaite requiert un grand nombre d'entreprises et lesquelles doivent donc généralement rester de petite taille. Et les économies d'échelle, c'est rien que pour, si vous voulez, les grandes tailles. Donc dans la plupart des cas, les entreprises sont trop petites pour profiter des économies d'échelle dans le cadre d'une économie où la concurrence serait uniquement pure et parfaite. Lorsqu'une entreprise est suffisamment grande pour bénéficier d'économies d'échelle, elle obtient généralement, alors à ce moment-là, un pouvoir de marché. Alors là, je reprends une notion qu'on a vue au cours. Et elle est capable d'évincer les plus petites structures en proposant des prix plus bas, par exemple. Et la concurrence pure et parfaite est de ce fait détruite. Donc, si vous voulez, une fois qu'il y a un loup dans la bergerie, le loup il mange les moutons, donc les petites entreprises disparaissent une par une et le loup est de plus en plus gros, finalement. Donc, en somme, la concurrence pure et parfaite ne peut subsister que dans des secteurs où il n'y a pas d'économie d'échelle possible. Là, il y a vraiment un lien de causalité entre les deux. S'il fallait ne retenir que certains points de cet exposé, que devez-vous retenir? Eh bien, tout d'abord, les 5 hypothèses d'une concurrence pure et parfaite, ça me semble tout à fait indispensable. Ensuite, bien vous mettre dans la tête que quand on parle de parfait, ça ne veut pas dire que c'est la solution parfaite, mais plutôt que c'est un modèle total où il n'y a plus aucune entrave à la concurrence. La concurrence est vraiment livrée à elle-même et le modèle
de l'offre et de la demande est vraiment délié et n'a plus aucune barrière. Enfin, les avantages et les inconvénients, bien sûr, de ce modèle de concurrence pure et parfaite sont également des éléments qui peuvent être pointés. Vos notes devraient comporter les éléments suivants, qui est un lexique à maîtriser, c'est-à-dire que dans le cadre d'une évaluation, quand une application vous est demandée, que vous utilisiez ces termes-là plutôt que des mots de tous les jours. Il y a une atomicité des agents, les preneurs de prix, des produits homogènes, la liberté d'entrée et enfin les économies d'échelle. Et bien sûr, si vous avez encore des questions sur cet exposé, n'hésitez pas à les noter. D'ailleurs, c'est indispensable également que vous veniez avec vos questions pour que nous puissions débattre au cours. J'espère que vous avez tout compris. J'espère aussi que vous avez quand même pris des notes pour qu'il reste des traces de cette vidéo. Et n'oubliez pas de répondre tout de suite au mini-test sur Schoology qui prouvera votre bonne compréhension, en tout cas des éléments de base de cet exposé. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt. To get out, remember where we went last year. You said everything about it moved on your career. If you want to go, I'll take you back one day. 'Cause this isn't Paris, and this isn't London, and it's not Berlin, and it's not Hong Kong, not Tokyo. If you want to go, I'll take you back one day. It feels so You may have the body, but do you have the soul? Let's make this happen, let's make this happen. And those endless beaches that go on and on, it's magical. But I'd sooner get out